Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 11h30, comme prévu, nous allons lancer cette 11e édition de la Journée française d'ingénierie des exigences, qui se déroulera aujourd'hui, demain et après-demain, sur l'heure du midi, entre 11h30 et 13h30. Donc, on retrouvera un certain nombre de présentations. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui monte sur les éléments de cette présentation d'aujourd'hui. Vous êtes déjà 40 à nous avoir rejoint, donc j'attends un petit peu et pour commencer à présenter cette journée. Alors, que vous dire, on va donner quelques éléments. Sachez que cette journée française d'ingénierie des exigences est une émanation d'un groupe de travail qui s'appelle Ingénierie des exigences du CFTL, Comité français du test logiciel. Et je vais me permettre de vous présenter quelques éléments avant de présenter cette première présentation qui sera réalisée par la suite. Alors, oups, évidemment, ça ne marche pas comme je voudrais, mais ça va, on va y arriver. Voilà. Donc, première chose, ce groupe de travail, Ingénierie des exigences, écoutez, si vous voulez nous rejoindre avec grand plaisir, plusieurs activités, objectifs autour de cette de travail. Évidemment, professionnaliser ce métier, des exigences, qui a besoin d'avoir encore plus de visibilité, de reconnaissance. Également, valoriser l'ingénierie des exigences. Pour cela, il y a plusieurs enseignements qui sont réalisés, plusieurs ateliers. C'est une journée française, évidemment. Et puis aujourd'hui, avec LinkedIn, nous avons également mis en place une information sur les réseaux sociaux. Il y a un travail également qui est fait par certains de nos membres sur les contenus IREB. Bon, je me permets de recommencer si vous voulez bien, en espérant que le son soit meilleur, et surtout, pas pour moi, mais pour les personnes qui vont présenter par la suite. Donc, je vous disais, le groupe de travail Ingénierie des exigences, rattaché au CFTL, réalise un certain nombre d'activités, notamment, je vais terminer sur les contenus IREB, et puis nous avons un projet qui est en fin de réalisation sur le modèle de maturité de l'ingénierie des exigences, que nous avons déjà travaillé depuis plusieurs années. Sachez qu'on se réunit régulièrement tous les 3 mois en général, avec une réunion présentielle, et puis des réunions en visioconférence sur les différents projets et activités. Ce groupe de travail est composé d'un certain nombre de personnes. Vous les avez ici présentes, d'entreprises, voire d'universités, qui vous permettent d'avancer sur un certain nombre de choses. Voici les personnes qui participent au groupe de travail Ingénierie des exigences, qui se réunit régulièrement. Et si vous voulez venir et participer avec nous, ce sera avec grand plaisir. Enfin, aujourd'hui, nous sommes présents pour cette première journée de la GFIE 2024 pour assister à 2 présentations. Comme vous pouvez le voir, on va laisser la parole dans quelques instants à Thierry Dart et Maël Prieur sur comment construire et déployer un cadre d'interopérabilité basé sur les exigences, avec l'exemple en CI, SIS en santé. Juste après, parce que c'est une demi-heure de présentation, à peu près une demi-heure de questions, il y aura une autre présentation sur les exigences de sûreté et cybersécurité, quelles sont les évolutions de demain. Sachant que demain et après-demain, il y aura également des présentations, et notamment des présentations autour des problématiques liées à l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, pour la génération des tests, pour mieux caractériser nos exigences, les formaliser, et voir un petit peu les différences entre un modèle et exigence. Voilà, je vais laisser monter nos 2 intervenants, Thierry et Maël, sur scène, pour leur laisser la parole, et qu'ils puissent commencer à présenter. Merci Alexis, merci à tous pour l'invitation. J'espère que vous entendez bien, et que vous voyez bien notre présentation. Donc moi, Maël Prieur, je viens d'où, Je vais faire une rapide présentation. En fait, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé chez des éditeurs dans le monde de la santé, dans un hôpital, et maintenant j'ai rejoint l'agence du numérique en santé. Et on va vous parler de quoi? Du déploiement du cadre d'interopérabilité qui est très spécifique à la santé. Et je laisse la parole maintenant à Thierry. Bonjour, merci pour l'invitation, Thierry Dart. Moi, je suis médecin, je travaille à l'agence du numérique en santé. J'ai aussi beaucoup travaillé dans le domaine hospitalier, dans le domaine de l'informatique hospitalière.
Et donc, on va vous parler de ce cadre d'interopérabilité qui est dédié au monde de la santé, à l'échange de données de santé. Alors, peut-être déjà l'Agence du numérique en santé, qui sommes-nous? On est une agence de l'État, on est une agence qui dépend directement du ministère de la Santé, on est un GIP derrière, un groupement d'intérêt public. On a essentiellement 3 missions. On régule tout ce qui est le domaine de la e-santé, avec notamment ce qu'on appelle plusieurs référentiels socles, dont ce référentiel d'interopérabilité, donc d'échange de données de santé, dans lequel on a plusieurs composantes derrière. On a le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, c'est celui-là dont on va vraiment beaucoup parler. On distribue aussi des terminologies et puis on a tout un tas d'outillages derrière pour faciliter l'emploi de ce cadre d'interopérabilité, puisque derrière on a un espace de test qui est monté sur un outil industriel qui s'appelle Gazelle. On a un serveur de terminologie et puis on organise aussi des sessions de test régulièrement avec les industriels sous forme de project-a-thon. On a d'autres référentiels SOC dont on ne parlera pas ici, mais qui sont les référentiels autour, par exemple, de l'INS, l'identifiant national de santé. On a des référentiels aussi sur la sécurité qui sont derrière, qui sont adaptés au domaine de la santé. Et puis, on a un domaine qui est la régulation, la conformité, dans lequel on va trouver derrière des exigences. On a aussi, on opère des systèmes d'information de santé au nom essentiellement du ministère de la Santé, essentiellement derrière des annuaires qui vont distribuer des identifiants concernant les professionnels de santé, mais aussi les structures. On opère aussi des cartes de professionnels de santé, qu'elles soient derrière physiques ou dématérialisées, ce qu'on appelle les ICPS, et puis on opère aussi des systèmes d'information nationaux, comme par exemple le SI-SAMU qui gère les SAMU de France, que ce soit en téléphonie, en système de régulation ou en système de monitoring des ambulances de SMUR, des ambulances d'urgence et de réanimation que l'on voit. On a aussi plein d'autres systèmes qu'on opère, je ne vais pas les détailler ici. Et puis, on a une dernière unité qui fait du support aux acteurs et du support à l'écosystème. Donc voilà, un peu 3 missions. Ici, on va essentiellement parler, dans le cadre de cette présentation, de la partie interopérabilité avec le cadre d'interopérabilité et la partie régulation conformité sur la partie des exigences. Alors, ce cadre derrière d'interopérabilité, en réalité, on l'a construit maintenant en 2009. La première version est parue en 2009. Et son cas d'usage, c'était essentiellement le dossier médical partagé et les messageries sécurisées de santé. Il est basé derrière sur des standards et des profils internationaux du domaine de la santé. XDS HL7, c'est une organisation derrière de standardisation dédiée au monde de la santé. Pourquoi HL7? HL7, c'est la 7e couche, c'est la couche applicative des couches réseau, donc c'est la couche vraiment applicative, et derrière, c'est la partie modélisation et standardisation des données de santé. Et donc, on a déployé ce cadre d'interopérabilité pour le cas d'usage du dossier médical partagé, qui est essentiellement un entrepôt de documents de santé, qui a été mis en production dans les années 2010. Petit à petit, d'autres cas d'usage se sont ajoutés, comme par exemple les annuaires, comme par exemple le SAS, un système de régulation derrière des urgences, le ROR, qui est un répertoire. Et donc, derrière, se sont rajoutés tout un tas de cas d'usage avec un nouveau standard dans le domaine de la santé, qui est le standard FHIR, et qui est plus adapté derrière à des technologies un petit peu plus modernes que le CDA qu'on voit en haut, qui est essentiellement des technologies basées sur des API REST. En 2012, on a mis
on a commencé à s'intéresser sur la partie terminologie. Terminologie, pourquoi? Essentiellement pour coder les données de santé. On a eu des cas d'usage derrière d'échanges de biologie médicale. Et donc, il y a une terminologie qui permet d'encoder de façon uniforme l'ensemble des analyses de biologie médicale qui sont derrière réalisées au sein d'un laboratoire de biologie médicale. C'est la terminologie LOINC. Et puis, petit à petit, on a rajouté d'autres terminologies qu'on distribue de manière standardisée, qu'on traduit aussi, puisque la plupart de ces terminologies sont des terminologies internationales. On a aussi des terminologies de l'OMS, notamment pour les diagnostics, la SNOMED-CT qui est une terminologie du domaine clinique. Et puis, on a aussi, bien sûr, toutes les terminologies du médicament, médicament qui est un vaste sujet dans le domaine de la santé, aussi bien en termes logistiques qu'en termes de régulation, qu'en termes de prescription et de dispensation. En 2019, on s'est dit c'est pas encore suffisant pour déployer un cadre d'interopérabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Comment on peut aider l'écosystème derrière à déployer tout ce cadre d'interopérabilité? Est-ce qu'on est de plus en plus d'usage et d'échange de données de santé? On a rajouté donc un domaine qui est un domaine de test. On avait déjà des outils de test, mais on a vraiment amélioré cette partie-là en déployant un espace de test national dédié aux tests d'interopérabilité, du cadre d'interopérabilité. On a derrière des scénarios de tests qu'on construit, qu'on co-construit avec les industriels. C'est peut-être là une particularité importante. Et puis, on organise tous les ans une session de tests, de co-construction et de tests des interfaces qui sont développées par les industriels, 3 jours de test qu'on appelle un projectathon. Et puis, en 2020, on s'est dit c'est pas suffisant. Il y a eu des programmes nationaux comme le Ségur du numérique. On vous en reparlera un petit peu plus tard. Ces programmes nationaux avaient pour but de faire en réalité de la conformité et de faire du référencement. Et donc, c'est là où interviennent en particulier les exigences. Et derrière, donc maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait de la conformité et du référencement des industriels depuis 2020, avec plusieurs vagues de ce qu'on appelle le Ségur du numérique. Il y a eu un plan Ségur du numérique. Il y a eu un plan global en santé qui s'appelle le Ségur. Il y a un volet qui est toujours dédié au domaine du numérique. Il y a eu une première vague, on est désormais à la deuxième vague de ce Ségur, dans lequel on référence derrière un certain nombre d'industriels. Donc, comment se construit, merci Thierry, comment se construit le cadre d'interopérabilité de manière schématique? Ça se passe en 4 phases. En fait, la première phase, qui est la partie du camembert en vert, c'est les spécifications. On nous remonte un cas d'usage. Typiquement, comment remonter des données de biologie, de vaccins ou autres, quoi, en fait. Ce qu'on va faire l'AMS, c'est quoi, en fait? C'est étudier ce qui est fait au niveau international auprès des organismes de standardisation IHESF, s'il n'existe pas déjà des standards. On va reprendre ces standards, on va les étudier, on va les adapter, en fait, on appelle ça dans notre domaine les profiler aux spécifications, aux spécificités françaises. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a défini le standard et qu'on l'a spécifié pour le cadre français, en fait, on va le passer en test. Et donc, pour ça, en fait, on a un espace de test, on organise des sessions qui sont des petits projectatons. Les industriels, avec les différents acteurs, vont pouvoir tester les spécifications. On va avoir un certain nombre de retours par rapport à ces tests qui vont être faits en chambre. C'est des tests plutôt concluants avec des éditeurs et différents acteurs. On va faire évoluer la maturité de la spécification. Et après, on va pouvoir faire quoi, en fait?
la, la mettre en conformité, en fait, au regard des différentes exigences, en fait. Donc, on part vraiment sur ces différentes étapes. On a un cas d'usage, on crée les spécifications, on teste ces spécifications avec un espace de test et des actions pédagogiques pendant 2-3 jours. On est ensemble, on teste ces spécifications, on adapte ces spécifications et une fois qu'elles ont atteint un niveau de maturité assez fort, on peut faire de la conformité sur ces exigences en fait et l'exiger auprès des différents industriels et des différents acteurs. Là, donc, les enjeux de ce cadre d'interopérabilité, c'est de permettre aux systèmes d'information d'interagir entre eux en limitant les efforts de développement, de test et de déploiement. Les sous-objectifs, c'est de faire émerger une offre industrielle standardisée et on a certains éditeurs qui l'affichent, qui l'affichaient déjà avant le programme du Ségur du numérique et qui avaient donc, qui se déclaraient étant conformes, par exemple, à certains profils d'interopérabilité qu'on édite ou que d'autres associations éditent en disant je suis capable, moi, de pousser par exemple, des comptes rendus de biologie selon tel profil d'interopérabilité, et j'ai passé les tests correspondants. L'objectif, c'est aussi d'améliorer la robustesse des interfaces entre logiciels. Dans le domaine de la santé, un message de biologie qui n'arrive pas ou qui arrive mal, ou derrière une prescription qui n'arrive pas, c'est une perte de chance derrière pour le patient. Donc, ça peut être particulièrement grave. Donc, la robustesse de ces interfaces est particulièrement importante. Et puis, l'objectif aussi, c'est d'améliorer tout ce qui est continuité des soins, mais aussi toute la partie réutilisation des données de santé pour la recherche. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le domaine de la santé d'entrepôts de données cliniques pour la recherche. Et donc, les interfaces d'alimentation sont petit à petit aussi standardisées de façon à améliorer la qualité des données qu'on a dans ces entrepôts de données de santé. Alors, si on regarde un peu comment on fait, si on prend un cas d'usage qui est par exemple le partage de compte rendu de biologie médicale depuis un entrepôt. Donc, l'idée, c'est d'aller pousser un compte rendu de biologie médicale sur un entrepôt de documents de santé. On part de ce cas d'usage derrière et on découpe nos spécifications suivant 3 profils, suivant 3 couches qui sont la couche métier, la couche service et la couche de transport. Pour ce cas d'usage, par exemple, qui est ici un document de biologie médicale, la couche métier, c'est le volet qui va décrire le compte-rendu de biologie médicale, comment sont structurés, comment on écrit selon le format HL7-CDA ce compte-rendu de biologie médicale, mais aussi comment à l'intérieur de ce compte-rendu, on va encoder les résultats de biologie médicale avec une terminologie qui s'appelle la LOINC, on la voit en haut à droite. L'objectif étant derrière que l'ensemble des analyses de biologie médicale sur le territoire national et voire à l'international, maintenant on est même à une échelle européenne, soient encodées de façon homogène avec cette terminologie. Il y a une couche service. Cette couche service, elle va permettre essentiellement de décrire le partage de documents de santé. Dans le cadre du DMP, par exemple, ce sont des transactions XDS, SOAP. Et puis une couche de transport sur la partie essentiellement transport synchrone et sécurité. L'avantage de ce découpage en couches, c'est que derrière, chaque couche peut être réutilisée suivant plusieurs cas d'usage. Par exemple, sur la partie couche métier, si on change de cas d'usage et si on veut échanger, par exemple, un document de prescription, il y a juste la partie verte à respécifier. Alors, en termes de cadre d'interopérabilité, donc on essaye toujours de respecter ces 3 couches, métier, service et transport. Et on a un certain nombre de spécifications qu'on appelle des volets du cadre d'interopérabilité dans lesquels on a 3 livrables, une spécification fonctionnelle. L'objectif de cette spécification fonctionnelle, elle est vraiment de formaliser de façon parfaite le cas d'usage
derrière les transactions, les acteurs et aussi les données échangées. On a une étude ensuite des normes et standards qui, elle, est optionnelle, mais qui est de plus en plus réalisée parce qu'aujourd'hui, on peut avoir potentiellement plusieurs normes et plusieurs standards pour le même cas d'usage. Et puis, on a la spécification technique derrière qui est la traduction technique des échanges de données de santé. Et donc, on a suivant les différentes couches, on a différents volets qui nous permettent d'échanger des données de santé, selon plusieurs cas d'usage, que ce soit des comptes rendus de biologie médicale, de la prescription de produits de santé, donc prescription de médicaments, par exemple. Sur la couche service, partage de documents de santé, sur les couches transport, des couches essentiellement de sécurité. Et puis, on a maintenant de nouvelles spécifications pour le standard FHIR, qui est un standard qui décrit parfaitement des API d'échange de données de santé comme des API REST sur les mesures de santé, des gestions d'agenda partagés, des gestions aussi de cercles de soins, d'équipes de soins. Donc, plusieurs cas d'usage qui nous sont remontés derrière, toujours par l'écosystème. C'est particulièrement important. Une fois qu'on a réalisé ces spécifications, c'est pas tout, hein. L'idée, c'est derrière de vraiment pouvoir tester et d'accompagner le déploiement de ces volets et de ces cas d'usage d'échange de données de santé, toujours dans l'idée de co-construction avec les industriels. Et on réalise pour ça des projectatons dont Maël va nous parler. Donc, merci Thierry. Donc, quand on fait les spécifications, le but c'est de ces spécifications qu'elles soient déployées, qu'elles soient fiables aussi. En fait, donc pour ça, en fait, on organise un événement maintenant qui est de manière annuelle, c'est un projectathon. Le projectathon, c'est quoi en fait? C'est un événement en fait qui se passe sur 2-3 jours. On a une petite photo ici, en fait, où on invite l'ensemble des industriels. Et on teste nos spécifications, en fait, nos différentes spécifications pendant 2-3 jours, où le but va être lequel, c'est de faire passer les données de santé d'un logiciel à un autre en suivant les spécifications qui sont produites par l'ANS. Donc, ça permet quoi, en fait, d'avoir des retours, d'avoir un backlog pour améliorer les spécifications, en fait, de mieux connaître l'écosystème aussi, quoi, de connaître les irritants et pour être proactif sur les différentes actions qu'il y a à faire pour favoriser le déploiement. Mais aussi, on améliore aussi donc nos spécifications et la qualité des données qui sont véhiculées entre les logiciels de santé. Par un petit exemple, en 2023, pour le projectathon à Rennes, on avait 45 industriels qui sont venus, c'était en mode hybride, soit en présentiel ou distanciel, sachant qu'on préfère le mode présentiel qui est plus simple pour les interactions. C'était plus de 200 personnes et pour ça, sur l'ensemble de nos spécifications qu'on a testées, on a écrit 264 scénarios de test. Ce qu'on peut voir, on a mis un petit Slack, pour échanger entre les industriels. On a pu voir qu'il y avait plus de 6400 messages qui ont échangé sur le Slack pendant ces 3 jours. En fait, ça montre quoi? Qu'on a besoin d'avoir des moments privilégiés avec les acteurs, en fait, et donc ces moments-là, en fait, sont attendus par qui? Par l'ANS, en fait, l'Agence du numérique en santé, mais aussi pour les éditeurs pour pouvoir échanger, sur les difficultés, mais aussi accélérer différents éléments. Donc là, on vous remontre quelques photos du projectathon à Rennes, en fait, où on peut voir les différents industriels qui viennent tous sur place avec leur ordinateur, en fait, et on demande quoi au niveau des tests au logiciel A d'envoyer un compte-rendu biologique au logiciel B, et on va aller attraper ce qui se passe entre les deux logiciels à travers un proxy pour pouvoir identifier le type de message et lancer des tests automatiques ou manuels pour savoir si l'éditeur a bien répondu à l'ensemble des exigences du CISIS. Donc ça vous illustre un peu derrière aujourd'hui le nombre de tests qui sont réalisés mensuellement. Donc on a mis en 2019 un espace de test
d'interopérabilité en mode libre service. L'idée derrière, c'est que les industriels puissent avoir non seulement l'ensemble des spécifications, mais aussi l'ensemble des outils de test disponibles quand ils souhaitent et quand ils veulent déployer ces nouveaux cas d'usage, suivant le calendrier de leur roadmap, et que ce ne soit pas nous qui leur imposions un calendrier de roadmap. Donc on voit à gauche le nombre de tests réalisés mensuellement, avec un démarrage quand même qui a été un petit peu faible, et puis donc qui est arrivé en 2021 une opération qui s'appelle le Ségur du numérique et qui continue. Et cette opération Ségur du numérique, ça avait pour le but de référencer un certain nombre d'industriels. Et donc on voit la progression et l'augmentation importante, à la fois pendant le début du référencement, mais aussi après le référencement, le nombre de tests qui continue derrière à être bien plus élevé que sans cette opération derrière de référencement. Je vois qu'il y a une question dans le chat, on répondra à la fin les questions, en fait, si ça vous va. Troisième activité qu'on a dans ce domaine de l'interopérabilité en santé, c'est la distribution de terminologies qui permettent d'encoder les données médicales, que ce soit de l'encodage qui soit effectué par un codage manuel, de l'encodage automatique à l'aide de traitement automatique du langage naturel, ou de l'encodage derrière qui est effectué par liste déroulante ou des choses comme ça. On a aujourd'hui un domaine complet qui est dédié à la gestion, à la traduction de ces terminologies, de santé. On en voit quelques-unes en bas. La LOINC qui sert essentiellement à coder des observations médicales comme des mesures de santé, par exemple, à chaque fois qu'on mesure un poids, une température, une fréquence cardiaque, une pression artérielle. Mais aussi derrière toute la biologie médicale est codée dans l'OINC. On a les terminologies de l'OMS pour le codage des diagnostics, la SNOMED pour le codage de tout ce qui est données derrière, données cliniques, et elle est potentiellement amenée à être utilisée plus largement dans des entrepôts de données santé. On travaille aussi sur un référentiel unifié du médicament derrière, que ce soit pour des usages derrière de régulation, de prescription, de dispensation de médicaments. Et puis, on a un certain nombre de jeux de valeurs qui sont associés au volet, aux spécifications d'interopérabilité. On a un outil de distribution de ces terminologies et ces jeux de valeurs qu'on a appelé un serveur multiterminologique. Quatrième activité que l'on a au sein du domaine interopérabilité, c'est la conformité. L'idée, c'est de construire un référentiel de conformité par domaine. Qu'est-ce qu'on entend par domaine? Par exemple, pour la radiologie, par exemple, pour la biologie médicale, par exemple, pour la médecine de ville. On produit un référentiel dit de conformité qui sert à faire cette activité de conformité ou de référencement des industriels. Et pour ça, derrière, on tire un certain nombre de spécifications. Ça assemble un certain nombre de spécifications issues de ce qu'on appelle, nous, les référentiels socles, comme le cadre d'interopérabilité, comme des référentiels de sécurité, ou ça peut être aussi d'autres référentiels, comme des référentiels fonctionnels. On en tire des exigences et ces exigences sont assemblées au sein d'un référentiel de conformité, toujours co-construit derrière avec l'écosystème, concerté et avec l'écosystème avant de devenir un référentiel de conformité sur lequel les industriels derrière peuvent candidater et avoir une conformité à ce référentiel. Par rapport à la conformité par les exigences, qu'en fait, les exigences, on va les retrouver à différents endroits. En fait, on a parlé que la première action était le recueil du besoin. En fait, au moment du recueil du besoin et échanger un compte rendu biologique, on va avoir des exigences réglementaires.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va construire et co-construire, en fait, des spécifications pour, par exemple, pour pouvoir échanger un document de biologie. Ça va se passer comment avec des groupes de travail, quoi, en fait, et des concertations. Tout ce que fait l'ANS, quoi, en fait, est mis en concertation publique. C'est le site participer.santé.gouv.fr. Pourquoi, en fait, on est en concertation? En fait, la concertation permet de favoriser l'adoption et nous permet aussi, en fait, d'avoir des feedbacks par l'ensemble des acteurs pour pouvoir améliorer la qualité de nos livrables. Une fois qu'on a mis en concertation, on va tester ces spécifications, en fait, en écrivant des scénarios de tests, des tests et autres lors de projectatons. En fait, les projectatons vont nous dire quoi, en fait, les manques de nos spécifications, ce qui fait que on va pouvoir, suite au projectaton où les différents acteurs vont pouvoir tester des spécifications en version bêta ou autre, pour nous dire ça, comment on fait pour véhiculer tel type de données, ça, il nous manque ça. On va améliorer la spécification, ce qui fait que la maturité de la spécification va évoluer, en fait. Et à partir du moment où la spécification devient un niveau relativement stable, on va pouvoir passer cette spécification en conformité, en fait. Et donc, pour la passer en conformité, cette spécification, on va écrire des exigences, encore des exigences d'interopérabilité, en fait, sur lesquelles les éditeurs devront être conformes. Et donc, les éditeurs vont donc passer des tests d'interopérabilité sur ces exigences d'interopérabilité sur l'espace de test dont vous a parlé Thierry. Tout ça, ça va permettre quoi, en fait, de favoriser le déploiement, en fait, la continuité des soins et le partage des données de santé. Donc, on retrouve sur les différents domaines sur lesquels on a travaillé pour le volet Ségur du numérique en santé, en fait, on a travaillé sur les logiciels de pharmacie, sur les hôpitaux, sur les logiciels de laboratoire, sur les logiciels de radiologie et sur l'ensemble des logiciels qui concernent le médico-social. En fait, donc, on se retrouve avec un certain nombre d'acteurs sur l'ensemble de ces domaines qui sont capables d'échanger de la donnée de santé, en fait, et véhiculer de la donnée d'un logiciel à l'autre. Voilà. Et donc, si on regarde un peu en termes de statistiques, de tests d'interopérabilité, ce que ça donne, on a en réalité deux plateformes qui permettent de faire des tests d'interopérabilité, qui sont des plateformes séparées. On a une plateforme dite en libre service et elle sert aussi aux projectatons, ces événements de 3 jours de tests d'interopérabilité qu'on organise avec l'écosystème. On en voit un peu les chiffres en haut. On voit tout de suite l'intérêt de faire un projectaton en 3 jours. On a fait 3830 tests. On voit vraiment cet intérêt. Et là, on est vraiment en mode co-construction avec les industriels, c'est-à-dire que non seulement on leur permet de passer des tests, mais eux nous font aussi de retour sur les spécifications qu'on édite, sur les tests derrière qu'on édite, et c'est particulièrement important pour nous d'être à leur écoute de façon à ce qu'on améliore nos spécifications, nos processus et nos tests. La participation, par exemple, à un projectaton, c'est une participation libre et volontaire. C'est l'industriel qui choisit de tester ce qu'il veut. Il n'y a pas de financement et là, vraiment, c'est la co-construction. Ça fait maturer les tests, ça fait maturer les spécifications et une fois que, comme l'a dit Maëlle tout à l'heure, une fois que c'est mature, on passe en conformité et en référencement. Et on a une deuxième plateforme de tests pour cette conformité, c'est un référencement, avec des tests qui sont souvent plus sévères et plus aboutis puisqu'ils sont déjà plus matures. Ils ont maturé avec tout le process de projectaton. On voit le résultat, le nombre de tests qui ont été réalisés, par exemple, lors de la vague 1 du Ségur du numérique, dont on a vu les cas d'usage de la diapositive précédente. La participation est libre et volontaire. C'est pas une obligation d'être référencé au Ségur. Le choix des tests est fait par couloir, par contre, il est imposé. C'est-à-dire que vous choisissez, par exemple, en tant qu'industriel, d'être inscrit au couloir de biologie, vous devez passer tous les tests. Il y a un financement derrière, pour l'instant,
Et puis le mode est assez sévère, hein, c'est un mode réussi ou échoué. Donc vraiment deux façons d'aborder les choses, une étape de co-construction et puis une étape vraiment plus sévère de conformité référencement. On a voulu aussi derrière un peu évaluer ce processus derrière. Alors, quand je parle de processus, c'est l'ensemble du processus avec les quatre processus, c'est-à-dire production des spécifications, test, distribution des terminologies et aussi conformité. Et dans ces quatre processus, à chaque fois, il y a du support et c'est particulièrement important qu'on puisse assurer du support et de l'accompagnement des éditeurs. Donc, on a fait une enquête derrière pour mesurer un peu la satisfaction de ce support. On voulait vraiment évaluer nos démarches et nos actions auprès des industriels. L'idée, c'était non seulement d'évaluer, mais aussi d'identifier les points à améliorer. Donc, un questionnaire a été envoyé aux développeurs qui ont interagi avec nous lors de la vague 1 du Ségur du numérique. On l'a envoyé à 297 personnes. On a eu 68 réponses. On a eu un taux de satisfaction à 3,9 sur 5 au niveau de la satisfaction du support. 95% des développeurs ont estimé que les webinaires étaient utiles et 95% ont estimé aussi que les projectatons qu'on a organisés étaient utiles. Donc, un véritable plébiscite de ces deux actions qui, du coup, sont poursuivies. Hein. On fait encore régulièrement des webinaires et puis on va organiser prochainement un projectaton sur notre site de Paris Santé Campus. Il y a eu des actions identifiées, des demandes des industriels et des développeurs d'avoir plus de validateurs sur d'autres standards, sur d'autres profils comme ORU, FDM, je ne vais pas détailler ici, d'augmenter l'intégration des outils de test entre eux, de poursuivre et d'augmenter le nombre de webinaires et d'améliorer un peu toutes les procédures opérationnelles, tout ce qui est derrière procédure de test, procédure d'utilisation des outils de test. C'est des choses qu'on essaye de construire au fur et à mesure, en essayant bien sûr à chaque fois de mesurer ce que l'on fait. C'est un processus qui est assez long, mais pour nous qui nous semble vraiment indispensable cette co-construction si on veut échanger des données de santé dans un domaine quand même qui est le domaine de la santé qui est particulièrement impactant pour nos patients et les professionnels de santé. Voilà un peu l'ensemble de nos activités dans le cadre du déploiement de cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Merci pour votre écoute. On va prendre les questions. Je ne sais pas si quelqu'un nous aide pour lire les questions ou on les lit. Si, je reviens. J'ai bien entendu correctement maintenant. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Merci, Alexis. Alors, quelques informations également que j'ai oublié de dire tout à l'heure parce qu'il y a des petits soucis techniques qu'on a eus. Il y a eu quelques petites difficultés. Je vais revenir sur ce que vous pouvez faire. Donc, certains ont commencé à poser des questions dans l'onglet questions en bas à droite. Vous pouvez également, entre guillemets, plébisciter ces questions. Ça veut dire qu'il y a des questions qui correspondent à votre intérêt. Et vous pouvez rajouter un point dessus, ce qui va nous permettre de répondre aux questions dans l'ordre, entre guillemets, des demandes les plus importantes. Et je vais me permettre, évidemment, et je vous invite tous à commencer à répondre à ces questions. Vous aurez, et on va ouvrir également, juste après, je pense que ce sera juste après les questions, le sondage, c'est-à-dire que vous pourrez évaluer également cette présentation. Il y a plusieurs questions qui sont posées, il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, qui permettent également de faire un retour aux présentateurs et puis également à nous améliorer, parce qu'on va sans doute vous demander également les thématiques qui vous intéressent. Voilà, donc je vais passer à la phase des questions. Première question qui a remonté le plus d'intérêt en tout cas, utilisez-vous des outils et logiciels spécifiques pour gérer et tracer vos spécifications et vos exigences et constituer votre référentiel de conformité? Concernant les outils, on a des outils de test en fait, mais pour les outils des spécifications,
on a des outils qui nous permettent d'écrire des spécifications, qui sont les guides d'implémentation. Ces guides d'implémentation permettent de décrire quelles sont les ressources de conformité, les acteurs et ce qui est attendu par chacun des acteurs. On a un certain standard à travers les guides d'implémentation qui nous permettent de fiabiliser ces différents éléments. Nos spécifications, elles sont basées sur des travaux qui sont faits aussi à l'international par des groupes, comme par exemple par le groupe HL7, Level 7. Et donc, on utilise les mêmes outils qu'HL7 pour faire ces spécifications, pour faire ces guides d'implémentation. On a la chance d'avoir vraiment une communauté internationale d'interopérabilité qui a énormément travaillé sur l'outillage de la rédaction des spécifications, de la partie aussi conformité. Et donc, on bénéficie de ce travail international. Je pourrais vous remettre le lien sur la manière dont on décrit les exigences, les spécifications dans le domaine de l'interopérabilité en santé. Je pourrais vous remettre ça, le lien dans le chat si ça vous intéresse, Monsieur Bélanger. Avec plaisir. Alors, deuxième question sur le volet CISIS. Évidemment, c'est indisparaît, c'est pas grave. Transport, avez-vous mis en œuvre des exigences de sécurité autour du transport asynchrone en API? Reste, si oui, lesquels? Oui, il y a des exigences de sécurité en mode API, c'est moins mon domaine, mais on est sur des RFC, je ne pourrais plus vous les dire lesquels, mais en gros, c'est du MTLS qui doit être fait entre les différents acteurs avec l'échange de jetons hausse et avec des access tokens, Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est moins mon domaine, donc je ne pourrais pas être plus précis que ça, je pense. Ok, très bien. Troisième question, quels sont plutôt les plus grands défis auxquels les ingénieurs des exigences font face dans les projets modernes, en particulier avec l'essor de l'IA et de la transformation numérique? Est-ce que vous avez eu à toucher à ces aspects-là, évidemment? Question très générale. Je sais. Globalement, transformation du numérique, oui, bien sûr. Ça fait globalement depuis les années 2000 derrière que la transformation numérique, que le monde du numérique impacte le domaine de la santé, que ce soit par exemple en hôpital avec tout le déploiement des dossiers patients informatisés dans le monde hospitalier, dans lequel on va avoir des échanges de données essentiellement internes aux hôpitaux, qui va concerner par exemple le retour des résultats de biologie en provenance du laboratoire, que ce soit l'envoi de la prescription qui est faite par exemple au lit du patient vers la pharmacie à usage intérieur. Donc oui, le monde, il y a eu plusieurs phases qui se poursuivent, que ce soit depuis les années 2000 dans le monde hospitalier, dans aussi les médecines, dans médecine de ville. Maintenant, la grande majorité des médecins sont largement occupés, sont largement équipés avec des dossiers patients informatisés qui ont plusieurs cas d'usage. Ça leur permet de faire aussi derrière l'ordonnance numérique. Ça leur permet aussi de faire de la facturation, mais aussi du dossier médical. Donc là, le monde de la santé est en train de se transformer. L'objectif du Ségur du numérique, c'était justement vraiment de déployer à très large échelle l'usage et l'usage de ce qui est dématérialisation en santé. C'était l'objectif. Donc, le Ségur du numérique, ça a débuté en 2020. Et là, on est à la construction de la deuxième phase derrière. Sur tout ce qui est IA, pour l'instant, nous ne sommes pas intervenus directement derrière sur tout ce qui est partie intelligence artificielle. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus apparaître derrière, c'est des entrepôts de données de santé
Donc, l'objectif de ces entrepôts de données de santé qui sont, pour l'instant, il y a des entrepôts de données de santé dans les CHU, il va y avoir constitution d'entrepôts de données de santé aussi dans le monde de la médecine libérale. L'objectif de ces entrepôts de données de santé, c'est de constituer des données de santé à des fins de recherche et notamment aussi à des fins derrière d'intelligence artificielle, d'entraînement derrière le système d'intelligence artificielle. Donc, par contre, là, on intervient essentiellement dans les standardisations de l'alimentation de ces entrepôts de données de santé. On reste quand même très focalisé sur le domaine de l'échange de données de santé et l'interopérabilité. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Autre question, bonjour, avez-vous un taux de reprise important des exigences des spécifications suite à votre projet Tacton? On le mesure pas, quoi, en fait, ça, quoi. Mais, le taux est pas mesuré, quoi, en fait. Oui, on a des retours, on a des adaptations à faire. Généralement, en fait, on est en dessous de 20%, quoi, en fait, de modifications, quoi, en fait. Voilà. Je vous le dis à la louche, quoi. En fait, on l'a pas mesuré spécifiquement, quoi. Mais en gros, par volet, c'est donc par spécification d'interopérabilité, qu'en fait, c'est une dizaine de retours maximum qu'on peut avoir, quoi, en fait. Sachant que avant le projet Tacton, il y a eu cette période enfin, les spécifications sont co-construites avec les industriels et puis avec des ateliers. Donc, déjà là aussi, ça nous permet de co-construire, d'améliorer nos spécifications. Et il y a toujours une concertation avant de passer au projet Tacton. Donc là encore, une phase dans laquelle les industriels peuvent faire des retours et nous exprimer derrière leur demande. Je crois que c'est vraiment important. Hein, et du coup, on a vraiment tout au long de cette phase de construction puis de premier test, cette co-construction est très très importante. Il reste encore 3 questions. A priori, utilisez-vous DevOps durant le cycle de vie, en particulier dans la phase de traçage des spécifications et exigences? Non. Donc, pas d'agilité a priori, c'est bien ça? Pas si ça se passe vraiment en plus grand cycle, en 3 grands cycles avec des concertations, en fait, mais entre ces cycles, on n'a pas d'agilité. D'accord. Gardez-vous, je pense, la notion de découpage et en couche tout au long des spécifications et rédaction des tests. Gardez-vous la notion de découpage en couches. Toute notion. Oui, en fait, on est vraiment quand on crée le volet, quand en fait, ce qu'on a pu voir, ce que vous présentez Thierry, quand en fait, on a des volets sur la couche métier, transport et services, et donc on est déjà dans une couche quand on écrit le volet, quand en fait, et on a bien ce découpage, quoi, en fait. C'est pareil dans les projets Tacton, on essaie aussi de garder ce découpage derrière pour faire vraiment des tests unitaires. De façon à accompagner les industriels sur ces tests unitaires. Ok, et pour l'instant, la dernière question qui m'est ouverte, comment le CIS favorise-t-il l'interopérabilité sémantique pour garantir que les données sont comprises de la même manière par tous les systèmes? Vaste sujet, en plein chantier d'ailleurs. C'est un sujet qui intervient souvent quand la partie interopérabilité technique est déjà bien posée. On l'a vu en biologie médicale. Aujourd'hui, donc vous avez vu quand on veut échanger des comptes rendus de biologie médicale, il y a besoin, par exemple, de standardiser le format de ce compte rendu. Donc, à l'aide d'un standard qui s'appelle HL7CDA, qui est un format de document de santé. Mais il y a besoin aussi de standardiser la partie sémantique, et donc la partie qui permet de dire qu'on a réalisé tel examen de biologie médicale. Par exemple, on a réalisé une kaliémie ponctuelle sur le plasma du patient. Et ça, il faut que ça soit codé
de façon uniforme dans tous les laboratoires de France. Derrière, on veut agréger les données. Pour ça, on a des terminologies. En biologie médicale, c'est la terminologie LOIC. Et donc, depuis 2012, on travaille sur ces terminologies, on les traduit, on fait remonter les besoins dans le nouveau code. La biologie médicale, la médecine, ça change sans arrêt. On a eu une épidémie il n'y a pas très longtemps, et il y a eu des nouveaux codes, bien sûr, de biologie, par exemple, qui ont été échangés au niveau national avec dans la construction du système d'information de dépistage, le SIDEP qui monitorait toute l'épidémie derrière, et le contact tracing. Donc on a utilisé des codes LOIC qui ont été créés, par exemple, pour gérer toute cette partie de résultats de biologie de Covid. C'est pas facile la sémantique parce que derrière ça fait intervenir aussi des aspects métiers et donc et puis c'est pas facile forcément parce que déjà souvent ce qu'on voit en biologie médicale, c'est que pour l'instant on a quand même un certain nombre de laboratoires qui ont des thésaurus spécifiques et donc on a besoin d'aligner ces thésaurus avec cette terminologie internationale de biologie qui s'appelle la LOIC. On est passé par des industriels pour faire cet alignement qu'on appelle. Ces industriels, on les appelle des transcodeurs. C'est le terme qu'on utilise. L'idée, c'est que derrière, on facilite le travail des laboratoires, mais il y a toujours cet aspect aussi dans la sémantique de validation derrière de cet alignement entre le thésaurus spécifique et le thésaurus international. C'est des choses qu'on travaille depuis 2012. C'est pas des choses très très simples. Biologie, on va relancer par exemple une phase de transcodage LOIC au niveau national normalement dans le prochain. Très bien. Peut-être pour les choses, c'est qu'il y a de l'outillage, quoi, en fait. Ce qu'a pas dit Thierry, quoi, en fait, c'est qu'il y a de l'outillage aussi, quoi, derrière, quoi, en fait, il y a un serveur de terminologie qui distribue l'ensemble des terminologies pour les cas d'usage français, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça passe aussi par de l'outillage, quoi. Très bien. J'ai regroupé les deux dernières questions. Quelles sont les prochaines étapes de développement ou d'amélioration du SIS, pardon, et quels sont les principaux coûts associés à la mise en œuvre du SIS et comment les financer de manière durable? Les prochaines étapes, en fait, comme vous l'avez compris, qu'en fait, ce qu'on fait, quoi, en fait, est assez ouvert, quoi, en fait, et participatif, quoi, en fait. Donc, les prochaines étapes, les améliorations vont être données par les acteurs, hein, quoi. Ça peut être vous, en fait. On est venu aussi à cette journée-là, qu'en fait, pour avoir des feedbacks, hein, qu'en fait, de vos retours, qu'en fait, vous avez peut-être vu différents éléments, qu'en fait, qui vous disent ça, pourquoi ils ont fait ça comme ça ou autre, qu'en fait, on est toujours en amélioration, qu'en fait, on essaie toujours de s'améliorer. Et pourquoi? Pour favoriser le déploiement et l'adoption, quoi. En fait, c'est vraiment quelque chose de participatif à l'écoute. Pour l'instant, en fait, on va être sur le Ségur numérique du vague 2, quoi, en fait, mais pour tout ce qui concerne le déploiement, l'adoption, quoi, en fait, ou les critères d'exigence, en fait, on est à l'écoute, quoi, en fait, vous pouvez nous faire des retours, quoi, en fait, aussi, quoi, en fait, sur des points que vous voyez qu'on peut améliorer ou sur lesquels on devrait travailler, quoi, en fait, faites-le, quoi, en fait, je sais pas si Alexis, vous pouvez faire suivre ces différentes choses, quoi, en fait, mais on est vraiment à l'écoute de tout ça, quoi, en fait, hein, voilà. Donc, je pense que dans le sondage, il y a une question ouverte, hein, donc on va pouvoir, sur cette partie-là, je l'espère en tout cas, sinon on la rajoutera. Okay. Hein, mais de toute façon, il y a le chat qui est ouvert, hein, donc n'hésitez pas également, ou les questions, hein, pour donner quelques retours également sur les présentateurs. Et au niveau des coûts, alors, comment ça se passe, les financements de manière durable? Au niveau des coûts, en fait, il y a plusieurs coûts, hein. Il y a les coûts de développement de spécifications, quoi, en fait, hein, le recueil de besoins, quoi, en fait, où là, on travaille à travers des groupes de travail, avec des industriels. Donc ça, c'est des coûts internes à NS avec des coûts industriels aussi, quoi, en fait, qui viennent travailler avec nous pour construire les spécifications.
il y a un coût sur les plateformes qu'on met à disposition. Hein, en fait, les plateformes de test, le SMT et autres, en fait, ça, c'est plutôt des coûts d'hébergement des MCO. Et après, il y a ce qu'on appelle des actions pédagogiques. Je ne sais pas si c'est le bon terme, type projectathon, webinaire ou autre, en fait, on retrouve ces différents coûts par rapport à ça. Et concernant les coûts, et après, il y a des coûts de déploiement, en fait, derrière, ou de référencement. Et là, le Ségur du numérique en santé a permis de subventionner, en fait, les industriels qui jouaient le jeu, en fait, en se disant, je suis conforme au cadre d'interopérabilité français, en fait, on les a financés pour pouvoir faire ces développements. Okay. J'ai pas donné de chiffres, j'ai identifié les différents coûts, Alexis, en fait. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, on va vous remercier parce qu'on est pile dans l'heure, hein. Ça s'est bien passé. Les questions et la présentation, vous êtes restés tout à fait dans les créneaux. Encore désolé pour ce petit démarrage un peu compliqué au niveau de mon son. Hein. J'ai changé de navigateur, j'ai rebooté mon ordinateur, je me suis amusé, quoi. Tout va bien. Le sondage est ouvert, en sachant que le sondage va porter sur les 2 présentations de ce midi, entre guillemets. Vous pouvez déjà donner votre retour, entre guillemets, sur la première de ces présentations. Hein, et puis, on vous pose des questions sur l'organisation, sur l'horaire, sur ce que vous pensez un petit peu de ces choses-là. Il n'y a pas de questions ouvertes, je suis désolé, je pensais qu'il y en avait une, il n'y en a pas. Mais donc, le chat est là pour ça aussi. Hein, donc, dans le chat, n'hésitez pas. Typiquement, là, il y a des personnes qui ont mis des choses intéressantes avec des guides d'implémentation, de serveurs de terminologie. Hein, vous en avez quelques-uns qui sont, peut-être que vous connaissez déjà, hein, j'en sais rien, et vous pourrez regarder, hein, puisque ça reste dans le chat. Je vais donc redonner quelques éléments que je n'ai pas pu donner tout à l'heure, mais je vais vous dire qu'oralement, donc je vous rappelle que vous avez, et là vous l'avez fait très très bien, que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation, hein, puisque, et pouvoir notamment les plébisciter en rajoutant des points, ce qui permet ensuite, lors de la séance des questions, et bien, évidemment, de remonter celles qui sont les plus pertinentes aux yeux de la majorité d'entre vous. Le sondage également, il est ouvert maintenant, vous pouvez commencer à le renseigner. Et puis, je vais appeler, tout d'abord, vous remercier encore pour cette présentation très intéressante. Merci à vous.